Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Sur le divan. Wow! On Incroyable! est deux ce soir. Comment ça va? Ça va, toi? Très bien. Avant de continuer notre belle conversation qu'on a entamée, Ben oui, on se prend de même. Pis... on se rappelle qu'on peut écouter l'émission via Spotify, YouTube, Stitchers, Balado Québec, iTunes, Google Music, qui va disparaître dans pas long de ce que j'ai vu. Là. Ils vont avoir une... Ah ouais? Ouais. Dans le fond, c'est que Google Music va être aggloméré avec YouTube Music. OK. Et il va y avoir une section balado qui va exister à part. Ah, OK. Fait qu'une autre plateforme, une autre application, dans le fond, qui est... Ouais. Je pense que c'est Balado, Google Balado, quelque chose de genre. Google Balado. Fait que ça serait que ça, au lieu d'avoir mixé avec la musique, dans le fond. T'en plais ça. Ben, YouTube Music, ils ont-tu une application qui se trouve à être, mettons, juste le fichier audio, un peu comme à la Spotify, ou... Oui, ben, c'est ça que j'ai présentement, là. C'est OK. mon YouTube Music. C'est à part de mon application YouTube, c'est une autre application qui s'appelle YouTube Music que c'est juste de la musique. Tu peux pas OK. avoir d'autre chose. Puis dans c'est même pas le sujet, mais tant qu'à faire, on jase, là. Le YouTube Music en question, est-ce qu'il y a, mettons, des performances live qui auraient juste eu lieu sur YouTube, mettons, ou... Il y en a un peu. Je sais pas comment ils prédéterminent qu'est-ce qui est genre de la musique puis qu'est-ce qui est autre chose, là, mais tu sais, comme j'ai pogné des fois, je suis dans mon random, je pourrais dire des musiques, puis genre j'ai Paul McCartney live à Wembley Stadium qui part à un moment donné sans raison. Parce que des fois sur YouTube, t'as des versions, t'as des concerts, mettons, complets, là, justement, là, fait que... Ben, concert complet, ça je n'ai pas vu, c'est vraiment juste des tunes, genre. C'est, OK, vraiment des segments, mettons, c'est pas le show c'est complet. ça. Mettons les Rolling Stones, justement, mettons, à Wembley, t'auras pas... tu peux avoir des tunes, t'auras pas le show complet, one shot, là. Ouais, c'est ça, je pense pas. Fait que... maintenant, tu sais comment ça marche YouTube Music. Hey, c'est incroyable. Mais je te dirais que je suis assez addict à Spotify. Ça va être difficile de me faire décoller, honnêtement. Là, Ben, moi, j'ai... avec mon Google Home, je sais pas si c'est un Google Home. Non, j'ai pas ça à la maison. Ben, je trouve que ça va mieux avec YouTube Music que Spotify. J'ai comme sensiblement les deux, je pourrais dire. Puis, je trouve que les tunes se trouvent plus facilement avec YouTube Music. Parce que, Pourquoi, mettons, le vocal, mettons, la recherche vocale est plus élaborée, mettons. Ouais, je sais pas. Okay. Vu que c'est la même gang, peut-être ça l'aide, là. C'est sûr que c'est des affaires qui se parlent, hein, nécessairement. T'as tout le temps de la misère, mais tu sais, moi j'ai de la misère souvent, mettons, à brancher. C'est drôle à dire, là. J'ai mon iPhone ou mon iPad, puis je veux brancher YouTube sur mon Chromecast. J'ai un Chromecast. Puis souvent, il y a des petits bugs, là. Ça fonctionne pas fluide tant que ça, là, tu sais. J'ai comme un produit Apple qui veut parler via une application Apple. Ben, c'est une application Apple, mais Google, dans le fond, là, YouTube. Ouais, c'est ça. C'est pour te dire, YouTube, c'est Google. Hein. Fait que, des fois, j'ai des petits glitches de connexion. Une fois que c'est connecté, ça va, là, mais des fois, c'est pour venir le connecter que c'est plus compliqué, on dirait. Là, hein. Il y a un petit effort de plus à mettre. Là. Maudit Apple. C'est écœurant. Hey, avant de commencer avec nos sujets, j'ai un mini sujet que je veux te faire part. Je pense que tu n'es même pas au courant. C'est que, là, je regarde là, 1 heure, j'étais sur un terrain de golf. Ouh, je veux pas te scooper, mais Instagram et la vedette TikTok de l'heure m'a tout scoopé. Voilà. Ouais, je t'ai vu ça. T'étais à l'écart, un brin. Ouais, ben, on a pris une photo humoristique, évidemment. Mais non, c'est sérieusement, les terrains sont très beaux parce que justement, ils n'ont pas été utilisés du mois de mai. Bien sûr. Fait que, c'est vert, là, on pourrait se croire au Master. Là. Pour vrai, incroyable. Là, fait que c'était des belles conditions pour. Ouais, puis aujourd'hui, il faisait genre, je pense, c'est 28 degrés dehors, mais avec, il y avait un vent qui aidait, fait qu'on était super bien, là, franchement. On a commencé à 5 heures, puis c'est ça, vers 7 heures, dans ce coin-là, on a fini, puis. Merveilleux. Un petit 9 trous. Ben heureux. Excellent, ça. Fait que c'est le fun, ça. Ben, c'est un début d'un temps nouveau, mais est-ce qu'il y a beaucoup de règles associées à ça ou c'est quand même. C'est quand même raisonnable. Là, le resto-bar est pas ouvert. Fait que quand t'as fini ta joute, il faut que tu partes chez vous. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on parlait, genre,
ça va faire mal sûrement au terrain de golf, là, que eux autres, la bière d'après-golf est très populaire, mettons. Hein. Effectivement. Fait que c'est sûr que oui, ils sont ouverts, mais il va y avoir des coûts raccourcis. Ils ramassent pas le gravy qu'il y avait justement avec la bière d'après-golf. Non, c'est important quand même. Hein, dans un... Ben c'est ça, à quel point, genre, le terrain de golf est rentable sans la bière d'après, je suis pas sûr. Je sais pas non plus, honnêtement. Je suis pas assez d'un chiffre de terrain de golf. Ouais, moi non plus, mais... Mais on peut se prétendre que c'est quand même une portion importante des revenus d'un terrain de golf, là, justement. Puis même d'organiser là, des rassemblements. Tout ça, parce que souvent, ils ont des salles, ces fameux terrains de golf. Ouais. Fait que ça aussi, ils peuvent rien faire. Ils peuvent absolument rien faire. Fait que le golf, c'est une vitrine pour l'instant. Mais... Ben pour le moment, je crois que dans les prochaines semaines, on va voir comment ils appellent ça? Une déconcentration. Déconfinement. Déconfinement, voilà. Effectivement. Plus large de plus en plus. En tout cas, j'espère, parce que ça commence à être long pour je pense tout le monde, surtout quand il fait beau soleil de même. Tu veux au moins avoir une couple d'activités possibles. Là, effectivement. Je vais te faire un time-out, ça crie en haut. Ouais, mais c'est ça. Tu feras du montage. 2 secondes. Ça sera pas du montage, ça va être exactement comme ça. Alors vous allez être avec moi pendant 1 minute ou 2, le temps qu'il règle avec ses enfants. Je trouve ça drôle d'avoir vécu ça avec vous. J'espère que vous avez du plaisir avec moi. Hey, by the way, ce podcast-là a pas assez proche de pas passer parce que Vincent m'a écrit, là il est présentement 9h moins 5, puis à 8h30, on n'était pas sûr de faire un podcast parce que Michael puis Alex, ils sont désistés à la dernière minute, fait qu'on était juste 2, fait que on le fait-tu, on le fait-tu pas? Bon, pourquoi pas, j'ai un sujet, il y a un sujet, let's go, on le fait. Fait qu'on se reverra un peu sur Addison pour vous présenter ce podcast. Ouais, c'est ça. Puis vous autres, la vie en confinement, comment ça se passe? J'espère que vous êtes bien chez vous quand même. Parce que sérieusement, c'est un moment où c'est important de trouver qu'est-ce qui a changé chez vous. Parce que tu sais, on vit pas autant que là présentement on vit de chez nous. Fait que là, on voit qu'il y a plein de choses qui nous gossent, qu'il faut régler. Fait que je pense que c'est un bon moment pour faire des constructions. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Je fais beaucoup de constructions chez nous. On a repeinturé des secteurs. Là, je refais un petit peu mon intérieur ici chez moi. C'est pour ça que l'angle est plus vers le haut, pour cacher qu'est-ce qu'il y a en bas, parce qu'en bas, c'est le bordel partout. Il y a du bois un peu partout. Des outils. Fait que comme ça, on cache un peu plus. Ah, attends, Vincent, il revient. Là, on va faire comme si on attendait après lui. Je suis la preuve vivante qu'on peut quand même avoir 2 enfants dans la maison et faire un podcast quand même. Tout est possible. Tout est possible. Luno se met des barrières. C'est ça qui arrive. Il est fermé, cet homme. Hey, c'est comme si j'avais jamais quitté. Donc, veux-tu commencer avec ton sujet ou tu veux que je commence avec le mien? Vas-y donc avec le tien. J'ai un peu défocusé, comme on dirait. C'est bon. Moi, c'est un sujet un petit peu hors norme. Je voulais parler des débuts du marathon aux Olympiques. Yes. C'est que à un moment donné, j'étais en auto, puis j'écoutais Radio-Canada, et il faisait... Oui, j'ai fait ça. Et il faisait un survol de l'histoire du marathon aux Olympiques. Uh-huh. Puis la façon qu'il m'en racontait, je trouvais ça intéressant, puis je voulais vous en faire part, vous le peuple et Vincent. Yes. Fait que... Oui, vas-y. Dis-moi, est-ce qu'il y avait des souliers Saucony, des affaires de même dans ce temps-là, ou pas encore? Je sais pas c'est quoi. C'est une marque de souliers très populaire chez les coureurs, là. Des New Balance, Saucony, Nike et tout ça. Là. Non? Ah, ok. Si tu m'aurais dit des Nike, j'aurais compris. Des Saucony, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ah non? C'est dans le domaine de la course, c'est quand même assez répandu comme marque de souliers, en tout cas. Mettons, si je vais chez Renault Sport, y a tout ça? Oui. Ou Sport Expert? Oui, Sport Expert. Moi, j'en ai chez nous. J'en ai ici. Ah, ouais. Ben oui. Je sais pas où c'est fait, là, mais ça existe. En tout cas, vas-y.
On les salue. Salut. Première des choses, le marathon est inscrit au programme des Olympiques depuis la première édition des Olympiques nouveau temps moderne, on pourrait dire, en 1896. Ouais. Ça a commencé à Athènes, tout ça. Pour les femmes, par exemple, ça a pris presque 100 ans, parce que ça a été en 1984 à Los Angeles. C'est quand même surprenant, pareil. C'est quand même... pour que les femmes... Le premier marathon de femmes aux Olympiques en 84. Ouais, je trouve que c'est quand même loin. Y avait-tu pas mal de disciplines qui étaient absentes à cette époque-là, ou... Pas nécessairement, parce qu'à 84, ça m'apparaît quand même récent, tu sais, dans c'est ça. l'histoire. Puis en plus, tu sais, je crois que c'est pas comme le hockey, mettons, ça n'a aucun rapport, là, mais que genre c'est nouveau que les femmes pratiquent le sport. Tu sais, je veux dire, courir, ça fait partie du monde. Là. Parce qu'il devait y avoir d'autres disciplines de course. Je peux pas croire il manquait que ça en 84. Là. Ah ouais, on a fait le 100 mètres, le 200 mètres, le 100 mètres haie. Il manquerait le marathon. Hein? Ça pourrait être la terre. Peut-être ça a été une batch, genre tout allé en batch. Je sais pas, j'ai pas ces détails-là. En tout cas, Myriam serait en tabarnak. Sûrement. On la salue d'ailleurs. Ouais. La distance a changé. Dans les premières années, elle a changé beaucoup. Est-ce que tu sais c'est quoi un marathon? Ouais, c'est distance. 42 km, mais je sais qu'il y a quelques 100 mètres de plus. Là, hein? Mais exactement, je pourrais pas te dire. 42,195. 195, bon. Fait que pour avoir fait un demi-marathon, c'était 21 km. C'est pour ça que je sais ça, que c'était 42 le marathon full. Mais d'ailleurs, pourquoi c'est pas 40 km ou 42, genre? C'est entre deux villes, la distance, n'est-ce pas? Ça a été calculé entre Athènes et Marathon. Non, c'est aucunement ça. C'est au Jeux de Londres, en 1908. OK. Avant ça, ça jouait genre 42, 41... OK, on se sentait lousse un peu. On disait le parcours, c'est ça, puis là, à Londres, en 1908, la course... avait décidé de partir sur les pelouses du château de Windsor pour que les enfants de la famille royale puissent voir le départ, parce que c'était des grands fans de marathon. OK. Mais c'est de la merde de partir avec le départ, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais c'est qu'au dernier moment, après ça, on a décidé de faire l'arrivée dans le se fasse faire au White City Stadium, devant les loges royales où le prince Édouard VII était présent. OK. Fait que là, ça a rallongé. C'est ça qui a fait, dans le fond, cette distance-là de le 195 de plus. OK. Quand même. À cause de où est-ce qu'il partait, ou en tout cas, peu importe, là, mais... Ouais, c'est ça. Ça a modifié les yards. Puis là, ça a fait un peu plus... de distance, et ça va créer tout un précédent durant ces Olympiques. Mais j'étais en train de passer à ton affaire. Là. T'es-tu en train de me dire qu'ils ont assisté autant au départ qu'à l'arrivée? Sensiblement, ouais. C'est pas mal ça, dans le fond. C'est qu'ils ont eu le temps, mettons, en 2 heures de se rendre 42 km plus loin. Faire un déplacement. Je pense qu'ils revenaient sensiblement au... Non, ça doit pas être au point de départ, non? C'est ça? Habituellement, c'est une ligne. C'est comme un parcours... continu, c'est pas un rond. De point A, point B. Là. C'est pas C'est possiblement ça qui est arrivé. Mais en tout cas, ouais, parce qu'il est rentré dans le stade olympique, on pourrait dire, de l'époque, à la fin. Alors qu'au début, il était dans les pelouses du château de Windsor. Okay. Tout ça. Mais c'est ça, on va revenir. Qu'est-ce qui est arrivé en 1908 d'ailleurs? Mais commençons avec le premier marathon. Boum. 1896. T'as bien écouté à Athènes. Yes. Là, tu veux-tu savoir le gagnant? C'est ça que tu veux que je devine? Ou ben non, oublie ça. Non, mais tu vas voir... On a eu le premier athlète disqualifié. Ah ouais? Du nom de Spiridon Belokas. Un athlète grec en plus. Ah ben, il est cœur. Il a trop mis d'huile d'olive sur ses running. Peut-être. Parce qu'il est arrivé 3e. Okay. Mais on a découvert qu'il avait fait une partie de la course derrière une charrette. Fait que déjà là, il y avait déjà un problème dans le système du marathon. Il avait crossé la patente avec une
Mais qui a découvert ça, sérieux? Comment ils ont fait pour savoir? Il y a quelqu'un qui l'a spoté, genre? Ben, c'est clair, il a dit crime, je l'ai vu en arrière d'une charrette, je peux pas croire. Il a enlevé son dossard. Il se déguise en paysan, passe inaperçu un peu. Après ça, on tombe en 1900, 4 ans plus tard. Tu sais tout ce que c'était en 1900? Les Olympiques, boy, j'ai aucune idée. Je sais pas. C'était à Paris. Paris, bon. Ouais. Bravo. Et ça a été remporté par le Français Michel Théato, qui a remporté la course, qui s'est déroulée sous des chaleurs. Écoute, c'est 39 degrés à l'ombre. Il tapare slack. Aïe aïe. Fait qu'on s'entend dessus qu'il faisait chaud un petit peu. Je sais pas trop comment est-ce qu'il y avait la fonction d'hydratation, là, tu sais. Je sais pas s'il y avait des données de verre dans le temps, là, mais... D'après moi, pas tant que ça, parce qu'il y avait... j'ai pas le total, merde, je l'ai enlevé. Il y a eu 8 morts, tu sais. Ben, il y en a 7 qui ont fini la course. 7? Ouais. Calvasse! Puis il me semble qu'au départ, il y en avait genre 16 ou 17. Calique. Fait que la moitié a pas fini. Ouais, c'est ça. Parce Shit. que ça avait juste pas de sens. Je comprends, Christy à 39, c'est inhumain de faire ça. Sérieusement. Ah, ben oui. Ben, je marcherais même pas. Je me coucherais même pas. J'irais dans la piscine à côté puis je les arroserais. Ouais, c'est ça, à 39, dormir, c'est une épreuve, calique. Ouais, c'est ça. Après ça, on s'en va à 1904, 4 ans toujours plus tard. Devine c'était où? Ah, là, je sais pas là, si c'était à Paris, là. Là, je te donne un indice. Là. C'est aux États-Unis. Ouais. Ah, aux States. Ah, t'as peu, je pense que c'était à Saint-Louis, ça se peut-tu? Ben, t'en voir, tes félicitations. Comment ça, tu sais ça? Ouais, je sais pas, ça m'a popé de même. Puis je cherche pas en passant, là, je suis free, là. Je suis full honnête, là. Ben, en effet, c'était à Saint-Louis et lors de ce marathon, l'Américain Fred Lorz arrive avant tout le monde au stade. Et devine quoi? Dis-moi pas qu'il a utilisé la charrette, lui aussi. Franchement, on est en 1904. La voiture! Ouais, il était en train de remettre les trophées pis tout. Puis en fait, attends une minute, toi là. Comment ça t'es arrivé de si bonne heure que ça? Puis il y en a dit, non, on l'a spoté, il est arrivé en char tantôt. Parce que les autres qui arrivent en courant. C'est que dans le fond, je pense qu'il est arrivé 15 ou 20 minutes avant tout le monde. C'est qu'il avait abandonné. Il avait abandonné. Hein? Il avait pris un char pour se rendre au stade. Puis là, rendu au stade, il a dit, je vais faire une joke. Je vais sortir, puis je vais rentrer dans le stade comme si je gagnerais. Puis ça a pas passé. Non. Puis là, ce qui a amené, qui a été suspendu par l'Union des athlétiques amateurs. Mais bizarrement, un an plus tard, en 1905, il a gagné le marathon de Boston. Pour vrai? Genre suspension comme quoi que les suspensions lousses, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, non, effectivement. Bon, il est quand même fair, là, il est correct. Ben, faut croire que c'est quand même un possible de bon coureur, mais... Ouais. Ah, c'est sûr que pour compléter puis de gagner un marathon, il faut que tu sois un bon coureur. T'as pas le choix. Ouais. T'as besoin d'être bien entraîné. Là. Ben, c'est encore drôle. On a un ami qui était pas... Ben oui, non, on était entraîné. Il était juste chaud tout le temps. C'est pas mal. Ouais, mais tu sais... Non, mais pour gagner un marathon, faire un bon temps, battre tout le monde... tu sois une machine, là, on s'entend. Ouais. Ben, on reste toujours en 1904. Le vainqueur, ça a été un Britannique déporté aux États-Unis du nom de Thomas Hick. Écoute, il a remporté la course, mais tu sais où tu m'en vas? Dans la controverse. C'est que à 10 000 de l'arrivée, il menait la course par 1,5 000, parce qu'on était aux États, fait que tout était en 1000. Ouais, ça me figure pas. C'est quoi, c'est 2 km, hein? J'ai aucune espèce d'idée. Il me semble qu'on double ces affaires. 2-3 km, mettons. Il le voyait arriver, puis il faiblissait à vue d'œil, là, tu le voyais. Il ralentissait au bout, là. Ouais, c'est ça. Alors, ses entraîneurs, ils ont commencé à lui donner une dose de strychnine. La strychnine, c'est du poison à rat. Okay. Que, mixé avec un blanc d'œuf, des blancs d'œuf et de l'eau de vie, qui est une genre d'alcool, ça crée des hallucinations, mais ça te permet de continuer à courir, genre. Fait que c'est comme genre le premier dopé de l'histoire des courses.
Il était gelé sur le poison à rat. Ouais, c'est ça, il disait quand il est arrivé au stade, il tournait à droite au lieu qu'il fallait qu'il tourne à gauche, et il était perdu total. Confus complètement. Ah ouais. Puis quand il est arrivé, il y a une équipe de supporters qui l'a amené jusqu'à la ligne en tenant le tenant dans les airs puis en remuant ses pieds comme si c'était lui qui courait. Ouais, c'est bien fucked up, ça. Ça n'a aucun espèce de sens. Mais ils ont accepté ça. Puis les juges décident que cela est acceptable et lui décernent la médaille d'or. Il me semble qu'il y a eu pas mal d'aide, là. Je te rappelle, on est aux États-Unis et un Britannique qui a déporté des États-Unis, qui maintenant, représente les États-Unis. Ouais, mais quand même, il doit y avoir des juges internationaux là-dedans. Je peux pas croire que... Ben, peut-être pas à l'époque. C'est peut-être juste des locaux, comme on dit. Et d'ailleurs, les Américains ont fini 1-2-3 aux Olympiques en marathon en 1904. Ah ouais. Mais sur 32 participants, il y en a 14 qui ont fini. Encore là, ça n'a pas été facile. Ouais. Mais sur les 32 participants, il y avait 19 Américains. Ouais, c'est les chances, ça de le bord. Les chances, c'était bonnes pour qu'ils gagnent, genre. Mais c'est bizarre quand même, à l'époque, probablement qu'il ne devait pas avoir beaucoup de pays non plus aux Olympiques, là, j'imagine. Il ne devait pas avoir une représentation totale. En France, tout, il y avait beaucoup de Français. Je n'ai pas vérifié à Londres parce qu'on n'avait pas les stats, mais c'est ça. Dès que je vois à l'époque, c'est quand les Olympiques allaient là, tu avais comme une majorité de personnes du secteur qui sont là, plus les big shots d'un peu partout dans le monde. OK. Je vois. De qu'est-ce que je compte. D'accord. Et maintenant, on s'en va aux Olympiques de 1908. C'est où? Là, Chris, c'est une bonne question. Là. J'en ai parlé tantôt. On est retourné à Londres, quoi? On est à Londres! Non, ouais. On va parler de cette course-là, justement. 1900. Où il y a eu... tu sais, je te rappelle que c'est là qu'on a décidé de rallonger à 42,195. Ouais. Et il y a eu l'Italien Dorento Pietri. Ouais. Qui entre alors seul en tête dans le stade, mais épuisé en raison de l'effort fourni, combiné à une chaleur parce qu'il faisait quand même assez chaud. Il se trompe lui tout, il se trompe de place plusieurs fois. Peut-être qu'il y avait de la mort au A et tout ça. Ouais, il devait être quelque chose. Il avait pris des trucs de 1904. Mais tout ça pour dire que dans le stade, pour se rendre à la ligne d'arrivée, il s'écroule 5 fois. Tabarouette. Et là, il y a des officiels au bord de la piste qui viennent le relever. Puis il finit par franchir la ligne. OK. Mais, vu qu'est-ce qui s'est passé en 1904, avec le gars qui s'est fait soulever, ils ont décidé, non, on va réduire ça, les règles. On n'a plus le droit de se faire tenir. Fait que le gars, à cause que les officiels l'ont relevé, ben, il y a eu de l'aide, fait qu'il a été disqualifié. OK. Fait qu'il n'a pas gagné. Et l'histoire, il semblerait qu'il était si près de la ligne d'arrivée que le 195 a rajouté. Ça l'a empêché de gagner la médaille d'or. Eh shit. Mais la reine Alexandra, qui était là, évidemment, pour accueillir les gagnants, elle a exigé qu'il soit présent lors des cérémonies. Il a fait faire une coupe spécialement pour elle. Okay, pour lui, c'est-à-dire. Viens ici, je vais te couper les cheveux. Viens ici, mon petit chanceux. Juste pour toi. Mon petit chanceux, je vais te couper les cheveux. Il y a eu un trophée finalement. Il y a eu comme un genre de plaque de participation. Genre. Il a même fait un tour d'honneur. Comme si ça avait gagné. Puis quand il est retourné en Italie, ben, il a été accueilli comme un héros. Puis il a été comme vedette de publicité. Puis il s'est fait une fortune finalement grâce à ça. Ça en est bien tiré. Le seul problème, c'est que ses parents l'ont ruiné. Fait que ça comme un enfant vedette de cinéma, genre. Un peu, ouais. Il s'est fait usurper tout son identité. Puis en tout cas. Oui. À l'époque, ça doit être assez facile. Ben oui, quand même. Il n'y avait aucun. Il n'y a pas de photo, rien. C'était des quasiment papiers pas, ouais, c'est ça. écrits. Si tu savais écrire, il était capable de faire des papiers de quelqu'un d'autre. Là. Mais par contre, à partir de 1908, là, ça a devenu
plus Lego, qu'on pourrait dire. Et là, ça venait plus intéressant que je suive les marathons, fait que je vous en parle plus. C'était plus. Ouais. C'est quand même spécial, pareil, d'avoir autant d'histoires en si peu de temps, puis que ça leur a pris Ça leur a pris, dans le fond, quasiment 12 ans avant, même plus que ça. Ouais, mais. Avant de faire, faudrait 96-2008. Ouais. Mais je pense que c'est l'histoire des Olympiques en général. D'après moi, il faudrait que je check d'autres disciplines, mais je suis pas mal sûr qu'il y a une coupe de broche à foin dans cette histoire-là. Sûrement, ça devait être n'importe quoi, mais ça devait pas avoir le même prestige non plus à l'époque, j'imagine. Ah ouais, je voyais des photos, là. C'était moi pis toi, avec 10 autres personnes, mettons, là, en confinement. Ça ressemblait à ça, le début du marathon. Ah ouais, allez-y. Ouais, c'est ça. T'avais deux gros personnes. La semaine passée, je devrais être prêt, là. Let's go, t'es capable. Genre, c'était sans Incroyable. Mais là, j'ai des stats sur les marathons de l'histoire. Donc, fait intéressant. Il y a seulement 2 athlètes qui ont réussi à remporter 2 fois le marathon olympique. Quand même. Ben, c'est quelque chose, pareil. En 4 ans d'écart, là, il s'en passe du stock. Il y a l'Éthiopien Abebe Abakila. Ça doit être l'Éthiopien. L'Éthiopien, ouais, t'as raison. Parce que l'Éthiopien, il me semble que ça sonne moins bien. Excusez-le. En 60 et 64. Et l'Allemand de l'Est, Waldemar Sierpinski, en 76, à Montréal. 76. Et en 80. 80. À Séoul. 80. C'est ça, Séoul? Je peux pas te dire, j'ai pas vérifié. Ben, je l'avais, mais j'ai pas Séoul. 84, Los Angeles, me semble. Ça se peut. Quelque chose de même. Puis le record olympique a passé en 1896 de 2h58 50 secondes à 2h06 minutes 32 secondes en 2008 à Pékin. Quand même. C'est 52 minutes. C'est ça? 52 minutes? 52 minutes de différence. Ah, ben ouais, as-tu pensé? C'est quand même une évolution incroyable des disciplines, et de l'homme en général aussi. Effectivement. Mais tu sais, la technique d'entraînement, ça, c'est tellement au poil, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Même pour ça, non, mais je veux dire, ils sont très précis, ils sont très dans le détail, même pour la foulée, pour le type de course, puis les entraînements qu'ils font pour la récupération. Écoute, c'est incroyable. Là. C'est intéressant parce que tu sais qu'on a dit que le record olympique, c'est 2h06 minutes. Mm-hmm. Mais le record total, c'est 2h01 minute. Moi, je pense qu'en bas de 2 heures, c'est pas fait encore, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent à faire ça. Un marathon en bas de 2 heures. 1h39, c'est quand même pas. On n'est pas très loin de ça. Là. On est à 1 minute près. Là. Mais il égrène, il égrène des secondes. Là, mais sur 42 km, égrener des secondes, là, c'est quelque chose pareil. Il faut que tu soutiennes le rythme. Là. Même si tu dis, il y a beaucoup de distance pour retrancher, comme versus le 100 mètres, par exemple. Le 100 mètres, à un moment donné, tu vas jouer des millièmes de secondes, mais même le marathon, c'est quand même compliqué d'aller rechercher ces secondes-là pour retrancher, pour aller en bas de 2 heures. Là. C'est quasiment le même défi. C'est ça que j'étais pour te dire, c'est encore des millièmes de secondes qui jouent, là, parce que c'est, tu sais, crime, c'est... Oui, si tu décides de faire une petite croche vers là, là, je lance n'importe quoi, là, mais pour empêcher de passer sur une roche ou je sais pas de quoi. Oui, non, mais tu sais, même le parcours, là, optimiser le parcours, là, comme tu dis. Ça. Mais... C'est comme une Formule 1, dans le fond, il faut que tu prennes la bonne curve et tout. Ouais, exact. Puis même les souliers, ça allait évoluer aussi. Là, à l'époque, ils devaient pas courir avec. Ils devaient courir avec des souliers en cuir, là, j'imagine. En sandales. En sandales. En sabot de bois. Hey, tu pensais, toi? Sérieusement, là, mettons avec des souliers en cuir, là, avec une semelle en cuir, courir 42 km. Ah, tu vas à pied. Ça devait être épouvantable. En plus, c'était en terre, pas mal tout. Fait que... Probablement, mais quand même, as-tu pensé comment que ça devait être épouvantable? Non seulement l'effort que ça prend pour faire un marathon, mais l'équipement qu'il devait avoir d'un pied pour faire ça. Et Seigneur. Chez les femmes, le record olympique a passé en 84 de 2h24-52 à Londres en 2012 à 2h23 7 secondes. OK. Puis le record total, c'est 2h14 minutes. Fait qu'ils sont pas si loin des hommes non plus. Quand même. Non, quand même bien. C'est quand même très bien. Ouais. Surtout qu'ils ont commencé en 84, c'est
quasiment une nouvelle discipline, quasiment une récente discipline, c'est fou. Ouais, c'est récent dans l'histoire. Tu sais, Montréal, il n'y a même pas son marathon féminin, ça n'a pas de sens. Non, effectivement. Que tu réalises ça de même. Et Bruce Jenner était là. Oh là là! Excusez. Fait que c'était ma belle histoire sur l'histoire du marathon olympien. Excellent. J'espère que t'en as appris là-dessus. Ben quand même, honnêtement, je savais pas que c'était broche à balle là même. ça donne le goût d'aller en voir d'autres. C'est sûr qu'il doit en avoir d'autres. La boxe, ça devait être genre. Le premier, il s'est fait poignarder, puis ça a été le KO. Genre. Quand il y avait des lames dans ses gants, il punchait avec ça. C'est une bonne façon de gagner, tu sais, après tout. Aïe. Les Russes se faisaient piquer dans le coin, genre, de stéroïdes pour commencer le combat. C'était juste de même, ça marchait. Ça marchait au gros gaz. Vincent, toi, de ton côté, tu veux parler de la Ligue nationale de hockey. Oui, écoute, on parle pas assez de hockey de ce temps-là. Puis, à toutes les fois, par exemple, dernièrement, quand il y a des nouvelles qui sortent sur la Ligue nationale, je me garoche là-dessus, honnêtement. Là, je trouve ça très intéressant. Même si c'est que pure spéculation, puis peut-être qu'on se parle de ça pour rien, puis que dans une semaine, ça va être complètement autre chose. Mais je trouvais très intéressant qu'il y ait certains leaks. Il y a du coulage qui se fait par la Ligue, évidemment, pour aller tester un peu les différents formats qui permettraient à la Ligue de terminer sa saison 2019-2020. Puis là, dernièrement, cette semaine, Elliot Friedman nous apprenait le format qu'on risque de voir apparaître pour compléter la saison de la Ligue nationale. Un format qui comprendrait 24 équipes qui se qualifieraient pour les séries, ce qui fait en sorte que le Canadien de Montréal ferait les séries contre toute attente, honnêtement. Hey, mais il y a deux affaires là-dessus. Oui. La première, c'est que j'ai entendu parler qu'il y aurait un mini round robin pour justement tomber à 16 pour tomber en série. Ouais. Il y a différents formats. Le dernier qui est sorti en liste, c'est un format où les 4 meilleures équipes de chaque association auraient des bails. Donc, il n'y aurait pas à jouer comme la première ronde de qualification. Là. Fait que ça ressemble un peu à ton idée que tu voulais faire à l'origine. C'est ce que j'étais pour dire. J'en ai déjà parlé. C'est pour ça que j'en reparle la soirée. Parce que on avait déjà parlé de cette idée-là. Là, de Est-ce mettre que la Ligue nationale écoute sur le divan? Mon Dieu. Je sais pas. Mais Gary? Salut Gary, ça va? Le format qui ferait en sorte que les 4 meilleures équipes, mettons, de l'association Est et Ouest, auraient un bail. Donc, les équipes restantes s'affronteraient sous le format, par exemple, là, si je prends pour la conférence de l'Est, les Pingouins affronteraient le Canadien. Donc, ce serait 5 contre 12. Après ça, tu aurais la Caroline contre les Rangers, les Islanders contre les Panthers et finalement les Leafs contre les Blue Jackets. Eux s'affronteraient sur un format présentement qu'on dit 3 de 5. Il y avait des spéculations qui disaient que ça pourrait être des 2 de 3. Par contre, paraîtrait-il, ça encore là, j'en prends et j'en laisse, paraîtrait-il que certains propriétaires seraient réticents à faire des 2 de 3 à cause de certains gardiens de but qui pourraient être très hot pour une séquence de 2 matchs sur 3. Et le nom de Carey Price est sorti. Là, j'ai fait, wow, minute, là. On va pas virer sur le top, là. J'ai entendu dire, moi, que la raison pourquoi on a 24 équipes, ce serait à cause, justement, de Carey Price. Pour qu'il soit dans les séries. Pour qu'il soit dans les séries, parce que c'est un money maker, comme on dit. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, la logique, quand même, mathématique, fonctionne bien aussi pour retomber après ça dans une formule 4 de 7. Une fois que tu as fait ta première période, on dit que ce soit des 2 de 3, des 3 de 5, peu importe. Là. Ben, à l'époque, les premières rondes, c'était des 3 de 5. Dans le temps des Nordiques, genre à début 90 ou peut-être 80. 80. C'était plus dans les années 80. Mais c'était quand même c'était quand même 16 équipes qui se qualifiaient pour les séries. Fait que 8 de chaque côté. Eux autres, c'est un problème que la glace fondait. Là. C'est ça le problème. Dans les années 80, probablement. Vite, faut se dépêcher. Vite, faut faire ça au plus maudit. Faut donner la coupe avant le mois de mai. Mais c'est ça, le format était quand même là. Fait que, ça, je vais revenir un peu plus tard là-dessus, là, sur le nombre d'équipes. Après ça, dans l'Ouest, c'est intéressant aussi parce que, on amène Chicago.
qui était clairement pas parti pour faire les séries. Donc, Chicago serait dans le portrait. Donc, ce qui est particulier dans l'Ouest, c'est que t'as une équipe qui est les Oilers d'Edmonton. Les Oilers d'Edmonton qui ont plus de points que les Stars de Dallas, mais ils ont plus de matchs de jouer. Donc, ils ne seraient pas dans les 4 meilleures équipes de l'association Ouest, ce qui fait en sorte que ce serait Saint-Louis, Colorado, les Golden Knights de Vegas, puis Dallas qui passeraient le bail de la première ronde. Ils vont avec le pourcentage de victoire, de points? Ou est-ce que... Je pense que oui. Parce que dans l'Est, le problème ne se pose pas parce que bon, les équipes ont plus de matchs de jouer et vraiment plus de points. Là. Mais Edmonton, au classement, a 1 point de plus que Dallas. Mais a 71 matchs de jouer. Dallas, 82 points, 69 matchs de jouer. Donc, ils ont 2 matchs de moins Dallas de jouer. Donc, dans les scénarios, en tout cas, Dallas passerait avant Edmonton. Mais Edmonton pognerait Chicago en première ronde de qualification, ce qui est quand même faisable. Ensuite, tu aurais les Prédateurs contre les Coyotes, les Canucks contre le Wild et les Flames contre les Jets. Ça fait un peu mal au cœur parce que tu perds des équipes canadiennes en partant, mais bon, ça fait partie de la game. Mais il y en a-tu une qui faisait pas les séries là-dedans? Il y en a plusieurs, là, tu sais. Non, mais je parle des Canadiennes. Les équipes canadiennes, les Jets, c'était pas dedans. Dans le format, l'ancien format, je vais te sortir ça dans 2 secondes. Les Jets étaient sur le bord, dans le fond. Les Canucks aussi, on voit-tu, là, ça... Non, les Jets sont dans les séries, excuse-moi. Les Canucks étaient à égalité avec les Prédateurs pour le dernier spot de 4e d'Aus, le wild card. Là. OK. Donc, il était borderline. Là. Il y avait le même nombre de matchs de jouer. Les Canucks avaient une victoire de plus, par contre, mais le même nombre de points. Mais je pense que sur le long terme, je pense que les Canucks seraient embarqués. J'ai une petite préférence quand même. Voyons. Je suis surpris. Ce qui aurait été très intéressant, ce qui fait en sorte qu'il y aurait seulement eu Montréal et Ottawa en dehors des séries, des équipes canadiennes. C'est ce qui aurait été une très bonne année. Mais bon, revenons au format de 24 équipes. Une fois que la première ronde serait passée, là on tomberait dans le format 4-7. Là tu as entendu parler aussi probablement des villes hub qui veulent implanter, qui seraient faites selon les divisions. Donc on aurait possiblement 4 villes différentes qui accueilleraient les divisions métropolitaines, Atlantique, Pacifique, etc. Donc, un aréna on va dire à peu près dans chaque division, ce qui n'était pas tout à fait le cas dans ceux que j'ai vus. Je voyais que Edmonton avait levé la main, la Caroline, des équipes comme ça. Las Vegas, je pense. Vegas était là-dedans, puis l'autre m'échappe, là, je me souviens pas, j'ai un blanc, là, mais bon, bref. Donc, ça se passerait dans ces villes-là, puis à mesure que ça avance, ben là, on réduirait les taux pour finalement arriver à un seul emplacement. Là. Je trouvais quand même le format très intéressant pour la simple et bonne raison que il y a beaucoup de clubs qui font les séries, évidemment. C'est des matchs qui veulent dire quelque chose. Enfin, hein? Vous avez bien beau faire 82 games qui veulent à peu près rien dire. Ça m'a amené quand même parce que je suis tombé sur un article du Toronto Sun. Je vais les citer parce que c'est là que j'ai vu l'information. Tu sais, dans les années 80, justement, comme on se parlait, là, il y avait 16 équipes qui faisaient les séries. Puis, au total, il y avait 21 équipes dans la ligue à ce moment-là. Donc, ça veut dire que tu avais 76% des équipes qui faisaient les séries et qui se dirigeaient pour une potentielle victoire à la Coupe Stanley. Il y avait à peu près le même nombre de matchs, si je me souviens bien. Là, ce pourcentage-là n'a pas changé. Hein. Ben, le pourcentage est réduit parce qu'il y a plus d'équipes. Puis là, tu as 50% à peu près des clubs qui font les séries. Mais si tu tombes à 24 équipes qui font les séries, tu tombes à 75% des équipes qui font les séries. Donc, moi, je pense, puis l'article du Toronto Sun que je lisais va dans ce sens-là, ça se pourrait que ça devienne la norme dans la Ligue nationale, de dire que le format 24 équipes qui font les séries avec une portion où est-ce que tu as 4 équipes
qui passe avec un bail, puis que tu as Les un wildcards. mini-tournoi, exactement, tu as un mini-tournoi 3 de 5 qui permet à plus d'équipes de faire les séries, ben moi je trouve que ça ajoute une sauce intéressante là, dans le format des playoffs, comme on s'était déjà parlé sur le divan. Puis, Ben, c'est un peu un ressemblance à ce que la NFL fait présentement, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est un peu copié là-dessus, effectivement. Fait que là, les séries commenceraient, auraient plus d'exposure, je pense, tu sais, parce que les revenus que les propriétaires vont obtenir vont être beaucoup plus importants, nécessairement, parce que c'est là qu'ils font leur argent, c'est en série. Les ratings à TV sont meilleurs, les tickets se vendent plus cher quand on peut y aller. Mais quand même s'il n'y a pas l'aspect billet, tu as quand même l'aspect de pouvoir diffuser les matchs à la télé. Et puis c'est là que les revenus publicitaires vont se vendre. On s'entend, s'il y a du hockey qui recommence au mois de juillet, avec les séries, on va dire, de la Coupe Stanley, puis que c'est le seul sport qu'il y a présentement à la télé à ce moment-là, les publicitaires vont se garrocher, ils vont avoir du rating, c'est sûr. Là. Mais par exemple, j'ai vraiment l'impression que, exemple, quand la Ligue nationale va recommencer, la NBA va recommencer aussi, puis le baseball. D'après moi, les trois vont partir en même temps. Probablement, mais tu sais, c'est la seule. Je sais pas la NBA, honnêtement, j'ai pas tombé d'article sur la NBA, savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de leur saison. J'en ai aucune espèce d'idée. Là. Moi non plus, là, mais ça doit être semblable, d'après moi. Là. Mais c'est ça, s'il y a un format un peu du même acabit, ben il pourrait y avoir deux sports majeurs avec des playoffs en partant, si on veut, là, tu sais. Fait que. Mais, moi, oui. Mais dans le modèle qui deviendrait la norme, est-ce qu'à ce moment-là, on diminuerait le nombre de matchs par saison? C'était pas indiqué, honnêtement. C'est pas quelque chose qui parlait par rapport à ça. Mais tu sais, le format Wildcard existe depuis 2013. Donc ça fait quand même 7 ans qu'on jongle avec ça, mais l'idée de rentrer des équipes supplémentaires, même si c'est un peu... on va dire que c'est absurde quand même de faire les séries quand tu as une fiche de 500, là. Mais... Même en bas de 500? Même en bas, ouais, certaines sont en bas de 500. Tu sais, mettons, je vais prendre Chicago. Là. Chicago, ils ont 32 victoires, 30 défaites. Ils sont en haut de 500 quand même. Ah, ok. Mais je pensais que le Canadien était même en bas de 500. Le Canadien est exactement là. Exactement à 500. C'est l'équipe C'est-tu l'équipe la plus faible? Oui, effectivement. Ça serait l'équipe la plus faible à faire les séries avec 71 points. Chicago, 72. Ben, tu sais, check la NFL, ils ont ce problème-là aussi. Là. Ça arrive des fois qu'il y a une équipe qui fait série qui est 6-10. Là, parce que c'est la meilleure équipe de la conférence. Mais la conférence n'est pas bonne. Là. Elle n'est pas bonne, ça donne comme ça. Puis, puis on va dire la nature fait bien les choses. Habituellement, c'est des équipes qui sont évacuées rapidement. C'est rare qu'ils vont faire des longues runs. Là. Fait que tu sais, on va dire à la limite, le Canadien pourrait faire peut-être une ronde. Peut-être un 3 de 5, ça se pourrait. Tu sais, qu'une équipe comme ça, ou Chicago, puisse passer sur un 3 de 5, mais sur un 4 de 7, on s'entend si Canadien affronterait Boston, hein, ce qui serait probablement Non, c'est même pas la logique, je pense. Non, c'est même pas ça. Je pense que si le Canadien l'emporte, il affronterait les Flyers. C'est vrai, il affrontait les Flyers, effectivement. Donc, les Maple Leafs, les Bruins affrontaient le gagnant entre les Leafs et les Blue Jackets à ce moment-là, qui étaient 8 et 9. Fait qu'encore les Leafs contre Boston. Ça pourrait être effectivement les Leafs contre Boston. Donc, étant donné que c'est ça, c'était parce que Pittsburgh, vu qu'il est classé 5, Canadien 12, ben là, la logique fait qu'il affronterait les Flyers pour pas que ça fasse Pingouin Bruins, mettons, sur une deuxième ronde. Là. Mais je suis vraiment intrigué, par exemple, est-ce que ça va marcher au mois de juillet? De regarder le hockey? Ouais. Ben, moi, honnêtement, c'est très logistique la patente, là, mais tu sais, si t'as, pour les premières rondes, tu as quand même 1, 2, 3, 4 affrontements dans un endroit, t'as toujours bien juste un arena. Si tu fais, faut que tu fasses 2 games par soir, à tous les soirs. C'est vrai que ça fait du stock. Aux 4 emplacements, fait que tu vas te retrouver avec 4 games en même temps. Fait que tu vas avoir toutes les équipes vont jouer en alternance, j'imagine, comme dans les playoffs. Là. Une journée tu joues, une journée tu joues pas. Mais ça va être quelque chose à suivre. Là. Si la machine part et que toutes les games partent en même temps, il va en avoir, j'imagine, l'après-midi, puis une en soirée ou quelque chose comme ça. Ou
Un peu comme aux Olympiques, dans l'Ouest. Un peu comme les Olympiques, ouais, c'est ça, exact. Pour les premières rondes, à tout le moins, là, parce que... Puis même les 4 de 7, on s'entend, un 4 de 7, ça se joue sur quand même 2 semaines. À peu près. Environ. Fait que, tu sais, on se retrouve quand même avec une cédule de au moins 2 mois et demi, certains, là, si on fait des playoffs, là. Puis je pense que j'ai eu une entrevue et tout avec Gary Bettman qui disait que ça ne dérangeait plus maintenant de retarder la saison prochaine pour avoir un champion de Coupe Stanley. Oui, exact. Encore une fois, par exemple, je me demande un peu quelle valeur aura ce champion de la Coupe Stanley. C'est un de mes questionnements là, dans la situation actuelle où est-ce qu'il y a eu une coupure assez franche et nette entre la fin, on va dire, de la saison puis le début des playoffs. Là. Mais un lockout... Ben, un lockout, au moins, en tout cas, les dernières fois qu'on les a connus, il y avait quand même eu une saison. Il y avait quand même eu 40 matchs, 41 matchs, je pense, le dernier lockout. Ouais, mais on a autant. Là, on a 30 soit une soixantaine de matchs de jouer. Oui, là, il y a 60 matchs de jouer, sauf que les séries ont été en continu après les 40 matchs. Ouais, non, je comprends. Ouais. Il n'y a pas eu de coupure. Là, on va dire la forme physique des joueurs, on s'entend qu'ils vont faire probablement un camp d'entraînement de quelques semaines avant de commencer. Là. C'est ça qui parlait justement de faire un camp d'entraînement. Le momentum puis le niveau d'émotion pour que tu tombes directement, bang, tu tombes dans les séries. Je sais pas. Je me demande vraiment quel genre de niveau de compétition que ça va donner parce que tu peux te retrouver avec, je sais pas, on va dire Boston qui pouvait être dans les favoris pour remporter la coupe. Peut-être qu'ils vont tomber super flat, là, tu sais. Il y avait même. Ouais, vas-y, excuse. Non, vas-y, continue. Mais c'est ça, tu sais, c'est une équipe qui bénéficie pas finalement du momentum de la saison. Puis on va prendre par exemple les Blue Jackets qui avaient une quantité phénoménale de blessés qui se sont rétablis pendant 2 mois. Ils vont les retrouver, ces joueurs-là. Ces joueurs-là vont redevenir disponibles, ce qui n'aurait pas été le cas pour se battre pour une place en série, par exemple. Fait que, je sais pas jusqu'à quel point ça devient. Ben ça c'est un peu la chance aussi. Hein? Ouais, c'est comme de la chance, oui. Le gars qui avait fait un accident de NASCAR juste avant que le coronavirus débute. Mm-hmm. Puis finalement, ben, c'est ça. Il a manqué 2 courses, je pense. Alors que sa saison aurait été compromise pas mal. Là, parce qu'il a réussi à courir la semaine passée. Je crois que ça a recommencé. Mm-hmm. Fait que c'est ça qu'il disait. Dans le fond, pour lui, ça a bien marché. Fait que pour les côtés plus blessés, je pense que c'est. Si, mettons, il n'aurait pas été blessé, ben, il aurait peut-être été meilleur et tout. Là. Peut-être, mais tu sais, on va prendre l'affrontement qui pourrait être potentiel, Jackets-Leafs. Écoute, les Blue Jackets partent avec une longueur d'avance quand même, avec les bons joueurs qu'ils vont retrouver. Là, mais encore là, Toronto était dans une phase difficile. Là, ils sont plus dedans. Là, ça. Fait que non, ils ont perdu le momentum. Mais non, il n'y avait pas de momentum, il était dans... Au contraire, il descendait, il y avait des problèmes. Le momentum de... Inversé. Inversé, enfin. Ça. Mais qu'est-ce qui peut amener, par exemple, le fait que, justement, ça fait longtemps que les joueurs n'ont pas joué. Ça va peut-être amener du jeu plus excitant avec beaucoup plus d'erreurs. Ouais. Puis ça va peut-être donner des matchs encore plus excitants. Hein? Ben, pensons un peu à la Coupe du Monde. La dernière fois qu'il y a eu la Coupe du Monde, je me souviens pas en quelle année. Coupe du monde de hockey qui était en septembre là, avec les jeunes de la C'était pas après Vancouver, ça? C'est une bonne question. Mais ça, c'était entre Vancouver puis Turin? Non, pas Turin. Ben, c'était en septembre. Ouais, je sais, mais c'est entre les 2 Olympiques, dans le fond, qui avaient fait ça. Ça se peut. C'était en 2016. Ah, ouais. Coupe du monde de hockey en 2016. Ah, je pensais que ça faisait plus longtemps. Il avait été remporté par le Canada. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'éditions. Il y a eu 96, 2004, 2016. Il y a eu 3 éditions à date. Là. Mais, je me souviens même pas de 2004. 2004, ça me dit de quoi? On l'avait regardé chez vous en plus, je pense. Ça m'a marqué. Oui, on avait regardé ça chez vous. Ouais. Plus j'y pense, oui, effectivement, on avait regardé ça chez vous. Il y avait Joe Sakic qui était là, Mario Lemieux, me semble. Qui c'est qu'il y avait d'autre à part de ça? Paul Carrier. Probablement Paul Carrier devait être là. Tu te trompes pas avec Salt Lake, toi, là? Non. Non, je me trompe pas. Martin Brodeur était d'un but. Ouais. Ben, Salt Lake. En tout cas, bref. Mais je pense que c'est ça, je sais pas si
à la lumière, un peu comme la Coupe du Monde. Je sais pas si ça va donner le même. Parce que le niveau de compétition de la Coupe du Monde, c'était bien, mais c'est pas comme les séries, puis c'était pas comme les Olympiques. Là. Puis c'était une compétition qui avait lieu en début de saison. Fait que je sais pas, je trouve que le concept, par exemple, le format est excellent. Le niveau de compétition qui va venir avec, je suis encore ambivalent avec les exemples qu'on a connus, par exemple. Ouais, mais encore là, qui a gagné cette Coupe du Monde-là? Le Canada, soit la meilleure équipe qui était, là. Oui, ça. Fait que, tu sais, la logique a été respectée pareil. Bien sûr. Mais part de ça, les États-Unis avaient gagné la première finale en 96. Ok, ça n'a plus rapport. Canada après ça, les deux autres fois. Mais, tu sais, ça n'a pas... Tu sais, c'est ça, ça n'a pas le même niveau de compétitivité que tu peux avoir justement avec les Olympiques ou avec les séries de la Ligue nationale pour la Coupe Stanley. Fait que je sais pas comment ça va. Sûrement qu'il va y avoir un ramp-up, j'imagine, parce que c'est une compétition qui a lieu quand même sur 2 mois pour la Coupe Stanley dans ce cas-là. T'sais. Ouais, puis tu sais, on parle de la Coupe du Monde, c'est un trophée que ça voulait pas dire grand-chose à pas grand monde. Non. La Coupe Stanley, tout le monde va gagner. Là. C'est... Mais veux-tu la gagner dans cette circonstance-là? Mettons que tu es un joueur de hockey. Là. Tu voudrais-tu la gagner dans cette circonstance-là? Moi, être le Canadien, présentement, je dis, hey, on a une chance qu'on n'est même pas supposé avoir. Pourquoi on se donnerait pas comme des assis de fous, puis excusez pour le sacré, là, mais pour puis surprendre le monde du hockey, tu sais, littéralement. Comme en 93. Il est où line of the line? Jacques Demers va arriver en chaise roulante dans le vestiaire. Let's go. Jacques, lève-toi! Ça serait malade. Hey, sérieusement, ça serait incroyable. En tout cas, le Canadien, ils ont des notes à prendre, c'est maintenant. Là. Toute la recette est là. Mais je vais revenir sur le 82 games. L'avantage, je sais pas si c'est un avantage, mais il y a eu beaucoup de podcasts qui ont été avec des joueurs de la Ligue nationale présentes. Oui. Au courant des dernières semaines, mois. Mm-hmm. Et moi, j'en suis un qui s'appelle Sans restriction. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est avec Kevin Raphaël. OK. Et puis, c'est ça, il y a eu une couple de joueurs. Puis, j'ai envie de dire que c'est Pierre-Luc Dubois, mais je suis pas sûr, qui disait que lui, une saison de hockey, les 20 premières games, il était hype parce que c'est le début de saison. Mm-hmm. Après ça, il y a un 40 matchs que c'est comme... C'est nous autres qui va puncher, dans le fond, là, sensiblement. Là. Et t'as le 20 derniers matchs que là, OK, là, on y va pour les séries puis on se donne à fond. On se prépare en vue d'eux, là. Fait que, moi, quand j'écoutais ça, je dis, ben là, c'est le meilleur exemple de il y a beaucoup trop de games. Ouais. Fait que peut-être que si on... Parce que là, si tu fais ça, mettons, en même temps que là, dans une saison régulière, le champion de la Coupe Stanley, ça va être fin juin qu'on va le décaler. Ah, puis quasiment début juillet, là, tu sais. C'est ça, là, ça... J'aurais l'impression que pour les propriétaires, je pense qu'il y aurait avantage à couper une dizaine de games, peut-être. On va dire une saison de 72 matchs, mettons. Mais que tu fais le format de playoff avec 24 équipes, avec des 3 de 5, je pense que ça peut être plus payant pour les propriétaires, overall, que de faire 82 matchs avec le format de playoff actuel. Parce qu'un match contre les Coyotes, il n'y a pas grand monde que ça intéresse, mais si c'est contre les Coyotes en série, là, c'est là que tu vas remplir tes buildings. Exactement, tu vas le remplir. Ton billet va coûter plus cher, de toute façon, c'est un billet de playoff. Puis tu vas être capable de vendre de la pub à la TV pour les matchs qui vont se vendre. Parce que anyway, ça devient TV nationale là, quand tu tombes dans les séries. Là. Ouais. Fait que t'as l'auditoire pour justement vendre la pub. Puis c'est là que ça devient payant. Mais il faut pas que ça... Mais il faudrait pas que ça vire comme les juniors majeurs, que 2 équipes sur 70 qui font pas les séries. Là. Ouais, non, je pense pas. Mais tu sais, parce que c'est pour ça que je citais le Toronto Sun, où est-ce que j'ai lu mon information, où est-ce que dans les années 80, tu avais 76% des équipes qui faisaient les playoffs. Y a-tu quelqu'un qui disait il y a trop d'équipes qui font les playoffs? Peut-être, je sais pas là. Peut-être, là. En tout cas, peu importe. Je pense pas que c'était trop de toute façon, parce que c'était un format 3 de 5 au début avec des équipes qui ont des bails.
je pense que l'équité est bonne. Là, tu vas quand même je suis garder d'accord tes meilleures équipes pour la vraie première ronde 4 de 7. Puis tu fais ton tournoi 3-5, mon Dieu. Tout le monde est content, tout le monde a eu son anane. T'es sûr que t'as eu au moins 3 matchs de série pour les équipes qu'ils ont faites. Puis t'as des revenus. Des revenus supplémentaires que plusieurs propriétaires n'ont jamais connus, quasiment. Hein. Bien sûr. Tu sais, les Coyotes, là, ça fait depuis quand ils n'ont pas fait les séries? Hein? Les Coyotes, c'est une maudite bonne question. Ils ont fait dans le temps avec Mike Smith et Chris Mahott. Mais je pense que c'est quand même récent. Il avait fait, il me semble que c'était fait laver en 4 matchs il n'y a pas si longtemps. Là. Mais tu sais, OK, les Hallers, mettons. Les Hallers, ça fait un bail. Non, pas ça. Mais de toute façon, on va dire, même pour les équipes plus de bas de cave, là, ça va quand même lui donner une chance de faire les playoffs pareil. Là, ben c'est ça, tu sais, t'es pas éliminé de la saison après 10 games. Il y a encore une possibilité de... Tu sais, Ottawa, il serait peut-être plus donné, même s'ils n'ont pas assez de talent pour ça. Là, mais... Bon, on s'entend que le Canadien, dans les faits, où est-ce qu'ils sont au classement, il était éliminé des séries depuis février. On savait déjà. Même janvier, je te dirais. Là. Fait que vois-tu que avril, ça commençait à être loin en tabarouette là, pour finir une saison, là, pour absolument à rien. Là, ouais, c'est ça. Les stats. Comment? Les stats. Les stats, mais tu sais, en même temps, t'étais-tu intéressé de regarder des games? Non. Non, mais j'aimais l'équipe qui jouait. Je sais pas. Ouais, la hargne de l'équipe est quand même intéressante. Le noyau est quand même intéressant. Mais tu avais quand même plus de feeling de dire hey, l'équipe a perdu, il se rapproche d'un meilleur choix de repêchage. Mais ouais, c'est ça. C'était quand même juste ça qu'on recheckait. Là. Parce que je me souviens, je pense depuis à partir de janvier, c'était comme OK, ce match-là, ils peuvent pas le perdre. Ils le perdaient. Okay. Mais ce match-là, il faut pas qu'il le perde. Puis c'était ça jusqu'à la fin de l'année. Ouais, non, c'est puis là, en février, on fait ouais, non, ça marche plus. Ça va être fini cette affaire-là. Mais j'ai hâte de voir aussi pour le repêchage, si je fais un petit apartheid, là, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça. Là. Une des sources disait que ça allait être une loterie universelle pour ceux qui faisaient pas les séries. Donc, ce qui fait en sorte que Chicago et Montréal se retiraient du boulier parce qu'ils font les séries. Ouais. Sont-tu contents? Ben, en tout cas, tu fais les séries, mais en même temps, tu vas avoir, on va dire, le choix de repêchage qui va venir avec le moment où tu sors des séries. Là. Fait que c'est là où, je sais pas si c'est tellement représentatif. Ouais. C'est touché quand même, là, tu sais. Puis même pour les poules de hockey, là, mettons que la saison se finit, là. Ça veut dire que je finis dernier, ça, quoi. Ça fait chier. Ben non, je vais assumer quand même, là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. C'est ça qui est la vie. Il faudra que tu payes ta caisse de 24. Ça. Ouais, effectivement. Je vais la payer. Mon Gatorade m'a tout faire ce qu'il faut, là, mais disons que même pour moi, ça fait quand même chier, pareil. Ouais. Mais il y avait quand même 60% de la... Ben, plus que 60. 60 sur 80. Ça fait... Ouais, non, il y avait une bonne portion de la saison qui était jouée quand même. Ouais. Fait que c'était... ouais, c'est ça. Fait que j'aimerais bien voir le format. Le format m'intéresse beaucoup. Puis je pense que même si c'est en juillet ou en août, parce qu'il y avait entre autres le trou qui a été laissé par les Olympiques qui pourrait être exploité par la Ligue nationale, dépendamment la faisabilité là, de remettre en place les équipes et tout ça. Mais je vais être intéressé de regarder ça, même si ça se passe au mois de juillet. Ouais, c'est sûr. Les premières games, on va être intéressés, mais est-ce que ça va se poursuivre jusqu'en finale? Ça, peut-être pas. Ben, même les séries standards, on va dire, souvent, j'ai peut-être un petit relâchement, là, on va dire, dans la fin de deuxième ronde, début de troisième ronde. Là, je slump un petit peu. Puis là, la troisième ronde, quand les trophées se donnent d'association, je reviens, puis à la finale, là, tu sais. Je suis là, me voilà. Je suis là, me voilà. Retrouvez-moi. Ouais, mais j'ai une question. On a parlé de repêchage tantôt. Mm-hmm. Est-ce que le repêchage est reporté aussi? Présentement, de ce qui se dit, c'est que ce serait quand même en juin, date à déterminer. Il y en a qui parlaient du 5 de juin. Là, je pense qu'il est trop tard. Là. Ouais, c'est ça. Je pense pas que ça va arriver. Mais ils parlaient de faire un événement un peu comme la NFL, qui ont très bien réussi leur draft.
Ah, puis ça a pogné, ça a été les meilleurs ratings de l'histoire du draft de la NFL. Ben, je comprends, le monde avait rien d'autre à regarder, tu sais. C'est ça. Quand t'as le monopole, c'est sûr que tu ramasses tout, là, tu sais. T'avais une chose qui mangeait des bonbons, là. Il était bien sympathique. Chose? Je cherche le nom on dirait, pas directeur général, mais Roger Goodell. Roger Goodell. OK. Voilà. Mais Bill Belichick qui était dans sa cuisine avec son chien, c'était très drôle. On dirait que c'est son chien qui faisait des décisions. On va prendre lui. C'est réglé. Mais là, j'ai une question. C'est sûr, ça marchera sûrement pas. Mais mettons que le repêchage est au mois de juin. Est-ce que le gars peut jouer pour l'équipe en série? Calvin, ça serait fou. Ça serait malade. Petit draft, je sais pas, honnêtement, c'est une bonne question. Mais ils peuvent pas faire le draft avant les séries. Ça fonctionnerait juste pas. Moi, je pense que dans l'idéal, puis de toute façon, ça changerait quoi? On va dire qu'ils feraient le draft en octobre, à la fin des séries. On va dire que les séries se termineraient là, en octobre, septembre-octobre. Ça changerait quoi qu'ils fassent le draft fin septembre? Tout est chamboulé pareil. Ça change rien. La saison de la Ligue nationale commencera pas avant décembre, on va dire. Fait que, tu penses à ce point-là? Ben, écoute, si les séries se terminent, on va dire, septembre, ils vont se donner au moins un mois de break. Fait que ça va aller fin octobre, on va faire les camps d'entraînement. Fait que on est rendu mi-novembre, là. Ouais, quand même. Fait qu'on va dire qu'ils font le draft en octobre. Qu'est-ce que ça change? La LHJMQ et les clubs juniors, ça va leur changer quoi? Là? Ça ne change rien. Parce qu'eux autres n'auront pas commencé à jouer non plus. Là. Ils n'auront probablement pas commencé. Il n'y a pas grand-chose qui va avoir commencé au niveau du hockey de toute façon. Parce que c'est ça qu'ils parlaient. Le junior majeur, eux autres, ils ont besoin des spectateurs. Fait qu'eux autres, il faut qu'ils attendent que les spectateurs soient là. Ben, c'est ça. Fait que de faire le draft, moi, je pense que le draft aurait pas lieu d'être avant la fin des séries de toute façon, comme à l'habitude. Puis la saison des joueurs autonomes, ça va être la même chose parce que tu vas avoir des clubs en série, tu peux pas le 1er juillet caler le monde puis changer de club, ça fonctionne pas là. Ça serait fou. Puis de toute façon, en série, les joueurs sont pas payés de toute façon. Fait que les contrats ils se terminent. Il va falloir qu'ils se terminent en octobre. Ils n'auront pas le choix. Ouais, c'est ça. Ils feront le free agent frenzy en 1er octobre, mettons, le draft un peu avant, en septembre. Puis après ça, ils vont retomber tout de suite dans le pattern des camps d'entraînement pour débuter une saison, d'après moi, en novembre. Là. C'est ce qui va être le mieux. Mais peut-être tout va être raccourci. Mettons, tu sais, comme la période des agents libres va être peut-être, au lieu d'être genre, c'était un mois environ. Ben, le gros du stock se fait dans les 2 premières semaines, habituellement. Ouais, c'est ça. Ils vont peut-être réduire ça à 2 semaines d'attitude. Ouais. Après ça, ils vont repartir les camps d'entraînement. Puis, anyway, de toute façon, pendant les camps d'entraînement, en septembre, ils signent encore des joueurs, des joueurs de profondeur, tu vas me dire, mais quand même. Là, mais j'avoue que c'est fort intéressant à savoir où c'est qu'on s'en va avec ça. Ça va être fortement intéressant à suivre dans les prochains mois. Ouais, effectivement. Ben, merci beaucoup, Vince. Ça m'a fait plaisir de parler de hockey. Ça manquait un peu à ma vie. S'il y a de quoi ça manque un peu. Hein? Parler au mois de mai de hockey, ça fait toujours du bien. Oui, effectivement. Parce que là, normalement, à ce temps-ci, là, on se dirigerait probablement à la fin de 3e ronde. Hein, un 21 mai comme ça. Là. Le baseball serait bien heureux aussi. Le baseball serait bien entamé. Tu sais, il me semble qu'on aurait bien du stock à regarder, mais il va falloir se contenter des reprises encore. On va écouter la finale de la NBA de 98 de Last Dance là, avec Michael Jordan. Ouais. T'as-tu regardé la série hein, ou pas pantoute? J'ai écouté les 2 premières émissions. OK. Je les ai stand-by. Oui, OK. Excellent. Je les ai j'ai 8 épisodes, je pense, stand-by. C'est 8 ou 9 au total. Ouais, c'est ça, hein. Fait que j'ai 5 minutes d'écouter juste pour voir le début. Là. Ils présentent les joueurs. Michael Jordan, Scottie Pippen, puis Dennis Rodman. Il est comme, il m'a encore eu ça. C'était chaud. Et on le changera pas, ce fameux Dennis. Non, mais le meilleur ami de Kim Jong-un. Ah oui, c'est vrai, mon Dieu, tu me rappelles ça. Il parle de ça dans la série. Non, c'est après. Là. OK. Non, mais des fois, il aurait pu faire allusion à ça. Pour Kim Jong-un, c'est genre, c'est là 1 an ou 2. Ben, à date, là, la première émission, c'était genre Michael plus. La deuxième, c'était plus Scotty.
OK. Fait que la troisième, on va peut-être tomber sur Dennis, je sais pas. OK. Mais je pensais que c'était vraiment plus concentré que sur Michael Jordan, mais c'est le fun, il passe d'un joueur à l'autre. Non, puis tu sais, il parle de Scottie Pippen, puis là, il compare à Michael son historique, fait qu'on retourne dans Michael encore. OK. Bon, c'est sûr que Michael devient tout le temps un peu le centre de tout ce qui se passe. Là. Et puis tu voyais que dès qu'il est rentré dans la ligue, là, il était une machine, là, ça avait pas de sens. Ah non, c'était puis que les Bulls, c'était une équipe de merde avant qu'ils rentrent. Mais on a tendance à l'oublier, je pense. Michael Jordan, comme athlète d'élite, là, c'est pas un nom qui nous vient spontanément comme Wayne Gretzky, mettons. J'ai pas l'impression. On dirait que LeBron James a pris un peu le lead là-dessus. C'est un débat qu'on pourrait avoir, là, mais... Ouais, ça, je suis pas tant d'accord parce que on en parle encore puis ça fait plusieurs années qu'il a arrêté. Ouais, c'est sûr, mais... Je sais pas si son comeback avec les Wizards, si ça... peut-être que dans la série, ça en parle, là, mais je sais pas si ça ternit sa réputation ou... Je pense pas. Non, je pense pas. Ça serait peut-être un débat à avoir. Une fois qu'on aura terminé mettons qu'on termine la série, là, on pourra avoir un débat là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Yes, sir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Spotify, Google Music présentement, iTunes, Stitchers, Balado Québec, YouTube, je l'ai-tu dit? Je vais le redire. YouTube. Extrait Facebook, Instagram. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Salut.